Bonjour à tous, eh bien me voici de retour dans les Vosges pour une nouvelle randonnée. Je pars aujourd'hui depuis le sommet, un des sommets de la commune de la Bresse. Je suis au col de Bramont et je vous invite aujourd'hui pour un circuit dans la vallée de la Ture, tout près de sa source, qui va me mener donc au fond de cette vallée et puis remonter sur le massif du Grand Ventron. Ce sera l'occasion de profiter premièrement d'un temps magnifique aujourd'hui, j'espère pas trop chaud, et puis de paysages toujours merveilleux, de quelques belles cascades et puis du plaisir à nouveau d'être dans cette nature vosgienne en ce mois d'août. Voilà, je vous invite donc dès maintenant à me suivre pour cette randonnée. J'espère que ça vous plaira et c'est parti, on y va tout de suite. Voilà, cette première partie de sentier m'amène au col de l'Étang et c'est par le GR 531 que je vais y accéder. Voici un premier point de vue sur cette vallée de la Ture et notamment le lac de Wildenstein. On voit juste avant le petit village. C'est un village qui est né de l'installation d'une verrerie en 1699. Et le lac, lui, bien qu'on soit dans une vallée glaciaire, est bien plus récent puisque il est né de l'édification d'un barrage en 1964. Le petit mont que l'on trouve donc presque au milieu du lac, enfin sur le bord, là il apparaît au milieu mais il est sur le bord du lac, abrite un château, les ruines d'un ancien château fort qui est actuellement en cours de réhabilitation, restauration, mais pas reconstruction, hein, juste une restauration des ruines existantes. Mais c'est pas l'objet de cette randonnée d'aujourd'hui, j'en garde un peu pour un prochain circuit. Point de vue toujours aussi spectaculaire sur cette vallée glaciaire de la Ture. Donc avec on voit en fond voilà ce qu'il y a de plus loin comme massif dans l'image, donc c'est celui du Grand Ventron. Et puis si je me rapproche de mon point de départ, donc on a derrière le sapin l'Altenberg, l'Asenlokopf et le Rottenkopf un petit peu voilà, qui s'aligne. Et puis donc au-dessus, là sur la droite de l'image, un peu au-dessus du lac, toute une petite série de cascades, les cascades du Bocklock. Et puis si je reviens un peu en amont du lac, également une autre cascade qui va être la première qu'on va visiter, c'est la cascade de Leidenbad.
Petit rappel pour vous dire que la majeure partie de ce circuit se trouve également dans des zones protégées. Vous retrouvez régulièrement ces petits panneaux de l'OFB qui vous rappellent les quelques consignes à suivre, c'est-à-dire rester sur les sentiers balisés, garder le plus de discrétion possible, les animaux en laisse, pas de camping, pas de véhicules motorisés et bien sûr pas de feu. Ça coule de source. Voilà. J'arrive au col de l'étang qui possède un charmant petit abri qui vous permettra de faire une pause, et puisque là on est sorti de la limite de la zone de protection, il dispose également d'une cheminée qui par temps froid vous apportera un peu de chaleur bienvenue. Et puis sur ma gauche vous avez le chemin qui vous mène à la tourbière de Maché. Alors attention, c'est un endroit qui est en accès interdit du 1er décembre au 30 juin. Interdit à toute circulation, même pédestre, puisque c'est une réserve naturelle. D'ailleurs, vous avez ici le panneau qui vous explique les nécessités de la protection de cet endroit, des espèces qui y vivent. Et peut-être que je vous emmènerai découvrir cet endroit lors d'une prochaine randonnée. Je vais continuer mon chemin depuis ce col de l'étang en redescendant le long de la Ture pour arriver au lac et puis vous faire découvrir toutes les choses intéressantes qu'on peut trouver aux alentours de ce lac de Wildenstein. Je quitte donc le GR 531 qui mène vers la route des Crêtes, enfin vers le sentier des Crêtes par le Rheinkopf, et qui passe à proximité de la source de la Ture. Et moi je vais donc redescendre son cours et revenir vers le lac. Lors de la dernière période glaciaire dans les Vosges, il y a 12 000 ans de ça, donc c'était un glacier qui fermait cette vallée et qui, en se retirant, a laissé tout ce dédale de roches qu'on appelle un pierrier et qui tapisse donc les flancs de ce fond de vallée. Voilà donc la Ture, cette rivière qui prend sa source sur le versant occidental du Rheinkopf à 1195 mètres d'altitude, qui alimente entre autres le lac de Wildenstein et qui se jette dans l'île en aval de la ville d'Ensisheim. C'est tout pour les renseignements géographiques.
j'espère que malgré le contre-jour et puis la brillance de la plaque, vous avez pu voir que je me rendais sur le petit circuit de la cascade de Heidenbad, donc juste à l'entrée du village de Wildenstein, et je vais vous emmener découvrir tout ça. Et c'est aussi l'occasion d'apprendre quelques informations sur la vie de la forêt, puisque c'est un sentier de découverte. Par exemple, le panneau que je vous montre là, vous explique pourquoi vous pouvez en forêt trouver des branches mortes laissées au sol, des troncs d'arbres non exploités. En fait, c'est pour participer à la biodiversité, à la nourriture du bas de la chaîne alimentaire, des insectes, des bactéries qui se développent sur ces arbres morts et qui participent donc au maintien et au développement de la vie en forêt, tout simplement. Au bord du chemin, vous avez ce gros rocher qui s'appelle tout bêtement le rocher arrondi et qui est en fait le témoin de la dernière ère glaciaire. C'est une roche qui se trouvait sous le glacier, qui était donc érodée par le glissement du glacier. Et d'ailleurs, les témoins qui restent de cette époque sont les striures qu'on peut retrouver sur la roche dans le sens donc de la vallée. Non loin de la cascade et derrière les sapins, vous apercevrez les vestiges d'une ancienne usine. Donc une ancienne filature qui date du 19e siècle et qui témoigne de l'histoire industrielle textile de la région. Et pour le petit village de Wildenstein, donc c'est une industrie qui a pris la suite de la verrerie, concurrencée par le développement de la verrerie industrielle et aussi par le manque de bois, puisque les fours à l'époque étaient chauffés au bois, et c'est pour ça que les verreries s'installaient dans des zones très boisées. Et puis encore un vestige sur le bord du chemin, ce gros tuyau qui était une conduite forcée qui amenait l'eau de la Ture directement aux turbines de l'usine. Je suis donc reparti de la cascade du Heidenbad et puis je reprends mon chemin, la direction de la chapelle Notre-Dame de la Joie. Alors c'est un lieu un peu particulier, un lieu historique, et puis je vais vous en dire un petit peu plus quand je serai arrivé sur site. Je vous emmène donc à cette petite chapelle Notre-Dame de la Joie, comme vous avez vu sur le panneau,
Il y a un petit bandeau bleu, blanc, rouge. Alors pourquoi? Je vais vous donner l'explication. Voici donc cette chapelle. Et vous pouvez voir des plaques. Donc à la mémoire des soldats de la première armée française. Et puis les dates marquantes de cette première armée: la Provence, 15 août 44, le Rhin, 21 novembre, Colmar, 2 février, Berlin, 8 mai. Donc ça rappelle le périple de cette première armée conduite par le maréchal Jean Delattre. Et ici, au fronton de cette chapelle, se trouve le portrait de son fils unique, Bernard Delattre, qui est mort pendant la campagne d'Indochine en 1951 et à qui est dédiée donc cette chapelle. Alors quel est le lien entre le maréchal Delattre et puis Wildenstein? Eh bien, ce petit village a été libéré par la première armée ainsi que les autres localités de la vallée à l'automne 44 par la première armée. Et donc le chemin s'est poursuivi jusqu'à la bataille de la Poche de Colmar, qui ne céda seulement que le 2 février 1945, le jour anniversaire du maréchal Delattre. Et puis donc sur ces lieux, on va y passer tout à l'heure, il a été à l'origine de la création d'une colonie, d'un centre de vacances qui a fonctionné jusque dans les années 70, je crois, et dont les bâtiments sont toujours en place, et par l'intermédiaire de l'association Rhin et Danube. D'ailleurs, sur la chapelle, vous voyez juste derrière moi une plaque donc qui vient expliquer voilà, le centre de repos et de vacances Rhin et Danube, élevé par la ferveur reconnaissante et la générosité du département du Haut-Rhin. Vous avez donc les différentes autorités qui ont participé. Et donc cette colonie porta le nom de Bernard Delattre, en hommage donc au fils du maréchal Delattre qui était décédé en Indochine. Voilà donc pour l'histoire de cette petite chapelle, et qui offre également une vue magnifique, encore une fois, sur le petit village et puis le lac, dominé par son château. Un peu au-dessus de la chapelle, donc voici les anciens bâtiments de la colonie de vacances, du centre de vacances. Alors c'est plus exploité, comme je vous l'ai dit, depuis la fin des années 70, je crois. Il me semblait qu'il y avait un restaurateur qui avait repris une partie, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une activité. Il y avait bien un restaurant, mais j'ai pas l'impression que c'est ouvert en ce moment. Puis donc un des bâtiments restants de la colonie qui sert d'abri forestier pour l'ONF. Voilà, et donc juste derrière, on reprend dans un site protégé, celui du massif du Grand Ventron.
Voilà, j'ai trouvé un petit endroit calme au pied de la cascade. Comme vous l'avez vu, il y a pas mal de monde puisque on est vraiment sur les rives du lac. Donc j'en ai profité pour faire ma petite pause déjeuner à l'ombre, au bord de l'eau. Et puis je voulais vous parler aussi d'une petite légende sur cette cascade du Boklok. Et je vais trouver un petit coin un peu plus calme pour vous la raconter. A tout de suite. Bien voilà, je vous ai trouvé un petit endroit au calme, un petit peu plus loin du tumulte des visiteurs et des cascades, pour vous raconter l'histoire de la cascade du Boklok, ou plutôt sa légende. Et cette légende s'appelle la légende du chevalier impie. Le château de Wildenstein est habité par un seigneur impie. Celui-ci se permet, un jour de Noël, alors que les sapins plient sous la neige, d'organiser une partie de chasse. À peine est-il arrivé dans ces forêts que les chiens lèvent un cerf énorme et tout noir. « Quel gibier rare !» se dit le châtelain. « C'est un bel exploit de l'abattre. » Aussitôt, il commence l'escalade des rochers qui bordent le torrent. Le cerf précède de quelques pas, mais les chiens refusent de le poursuivre. Le chasseur atteint ainsi un petit plateau qui se trouve au-dessus de la cascade. Là, le cerf s'arrête à quelques pieds du gouffre. Déjà le châtelain lance sur lui la flèche mortelle lorsque son arc se rompt avec grand fracas. Au même instant, le cerf noir se rue sur l'impie et le précipite dans les eaux profondes et glacées du torrent. Voilà pour cette histoire qui finit bien, comme souvent. Elle est tirée des mémoires d'un guide octogénaire de l'écrivain François-Antoine Rebichung, né à Wildenstein en 1847 et décédé en 1923. Voilà, et ce récit date de 1883. Voici pour les petites indications. Maintenant, je reprends ma route. On sait quand on passe un palier, quand les essences d'arbres changent. Là je suis passé du sapin, de l'épicéa. On en voit encore quelques-uns. Houêtre. Donc c'est que je suis pas loin, si ce n'est dépasser des 1000 mètres. Et donc je devrais bientôt rejoindre le sentier du GR 531 qui me ramènera au col de Bramont. Une petite pause à la jonction avec le GR 531. Heureusement cette année l'eau est là, les ruisseaux coulent, pas de souci d'approvisionnement.
col de Bocklock à 1011 mètres. Voilà, je débouche sur la route qui mène à l'ancienne auberge du Grand Ventron. J'ai un petit peu de goudron à faire et puis après je retourne dans la forêt au niveau du chalet des Blancs-Murgers pour rejoindre ensuite le col de Bramont. Petite parenthèse pour Cyril, il est toujours là, hein. On était passé complètement à côté la dernière fois. Certainement qu'on était en train de parler de choses et d'autres et on a zappé le chalet des Blancs-Murgers. Mais il est bien toujours là. Ah, toujours agréable de trouver ces petits refuges. Il y a l'essentiel. Et il y a toujours des sagouins qui oublient leur poubelle. Bon, heureusement c'est l'été, il y a de la place dans le sac. Et dans le sac poubelle. Voilà, putain, il y avait 5 canettes et boîtes de conserve, c'est quand même pas grand chose, hein. Ça fait, voilà, bon. Les gens pourraient quand même ramener leurs déchets. En plus, c'est écrit sur le panneau. J'arrive bientôt au col de Pourrifin avec sa vieille tourbière. Voilà, bah, j'y suis d'ailleurs. Col de Pourrifin, 1070 mètres. Il me reste 2 km pour aller jusqu'au col de Bramont. Donc avec un petit chemin ici pour redescendre sur Wildenstein. Et puis, donc moi je poursuis sur cet aménagement qui a été fait pour préserver la tourbière et puis pour éviter aux gens surtout de s'enfoncer. Et puis on va aller admirer un petit peu le paysage de cette tourbière. Voilà une petite vue sur cette tourbière. Avec toutes les explications qui vont bien sur les plantes qu'on peut trouver ici, la faune également. Et puis où on explique que cette tourbière, c'est un site qui, malgré son aspect naturel, il est géré et il a été réhabilité puisque après la guerre, il avait été drainé pour faire des plantations d'épicéas. Et donc il a fallu, comme on dit, renaturer le site pour qu'il retrouve un peu voilà, son aspect d'origine. Je suis sur la fin du parcours. Il me reste 1,5 km grosso modo. Mais on garde quand même de magnifiques points de vue. Alors c'est dommage qu'il y ait un sorbier en plein milieu de l'image. Parce que juste en face de moi, hop, voilà, je vais essayer de faire des acrobaties. Voilà, donc j'ai le sommet du Reinkopf, là tout pelé, tout tondu en face.
donc au pied duquel je suis passé ce matin, avec la source de la Ture, la petite ferme auberge, et puis son copain d'à côté, derrière la branche de sapin, le Rotenbachhof. Des endroits où je vous ai déjà emmené en randonnée. Alors je suis bien sur le GR 531 et une petite info, cette partie du GR donc qui part du col de Pourrifin et qui rejoint le col de Bramont n'est praticable qu'en été, en conditions hivernales. Il y a, vous verrez au col de Pourrifin, il y a une bifurcation qui vous envoie sur un circuit point bleu qui fait le tour par la vieille montagne et qui est plus sûr, parce que ici en hiver un petit faux pas et ça pardonne pas quoi. Voilà. Bon, je profite de quelques derniers instants de calme entre guillemets avant le col de Bramont, donc qui relie la Bresse à Wildenstein, un axe assez fréquenté, notamment par les motos. Et bon, les gars ils poussent les gaz dans la montée du col, ça fait un barouf pas possible. Enfin bref, voilà. Bon, mis à part cet inconvénient sonore, j'espère que cette randonnée, ce circuit vous a plu, que les choses à voir vous ont intéressé. Moi j'ai passé un excellent moment, le temps était parfait, la chaleur tout à fait supportable, donc c'était vraiment un très bon moment de rando. Voilà, il me reste à vous souhaiter à vous également de prendre beaucoup de plaisir sur les sentiers, de faire attention au milieu que vous traversez toujours. Renseignez-vous. Je remettrai en description aussi ce que j'ai vu sur certains réseaux, pas mal de gens qui posaient des questions, à savoir s'ils pouvaient aller avec un chien à tel endroit, s'ils pouvaient voilà, bivouaquer dans tel site. Alors il y a un site qui est très bien fait pour renseigner, notamment sur le massif des Vosges, hein, je parle du massif des Vosges. Ça s'appelle Quiétude Attitude et qui recense toutes les zones protégées avec les différentes contraintes qui sont liées à ces zones. Donc je mettrai le lien en description, et pour ceux qui veulent avoir des renseignements sur ce qu'ils peuvent faire et sur quel sentier, eh ben, ils trouveront tout sur ce site. Voilà. Ceci étant dit, ma foi, je vous dis à bientôt sur d'autres chemins, et puis merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, et à ciao.